Poutine qui s'adresse au peuple russe et qui dit la fidélité à la patrie, c'est le socle de la Russie. C'est sa manière à lui de vouloir gagner l'opinion publique et justifier ce conflit en Ukraine. Ludmila Totieva, vous qui êtes ukrainienne basée à Paris, qu'est-ce que vous dites ce matin en écoutant Vladimir Poutine qui réécrit l'histoire et qui accuse l'OTAN d'avoir agité la menace nucléaire? En fait, déjà, on voit la réécriture de l'histoire complète. Ça me fait vraiment, je pense que plusieurs Ukrainiens sont très tristes, sont très aussi blessés parce qu'il dit, par les mots qu'il dit, parce qu'il retourne complètement l'histoire de Donbass. Enfin, pour eux, la justification, c'est les enfants de Donbass, les gens dont il a parlé, comme quoi ils étaient brûlés vifs ou je sais pas quoi. Et c'est toujours ce détournement de l'histoire. Moi, je viens de Donbass. Il faut dire des bonnes choses, en fait. Et nous, on a accueilli des réfugiés qui fuyaient de Donbass. Et les gens qui disaient les choses, d'où venaient les coups et autres, enfin, eux, ils connaissaient d'où venaient les tirs. Il faut aussi, à un moment donné, arrêter avec cette histoire, mais ils continuent de raconter la même chose. Le problème, c'est que la Russie n'a pas pu trouver une nouvelle idée nationale. Ils se sont restés dans l'Union soviétique. Ils sont en train de faire le revival, en fait, de l'Union soviétique, de communisme. Et parce qu'ils n'ont pas pu construire quelque chose qui est viable, qui sera une bonne idée nationale qui pourrait souder tout le pays. Ils sont restés dans le passé. Et malheureusement, pour moi, j'ai mon propre grand-père qui était dans les rangs de l'armée soviétique, qui combattait et qui a écrit aussi un journal qui était vraiment... moi, quand je lisais, je pleurais parce que lui, il écrivait ce que lui, il pensait aussi sur les soviétiques et qu'est-ce qu'ils faisaient en termes de choses terribles en laissant leurs propres soldats juste derrière. Lui, il a vécu le blocage de Sébastopol. Et quand tu lis ça, et lui, par exemple, s'il aurait vu ça, ça aurait été juste une blessure je sais pas, interminable pour lui. Et franchement, moi, j'ai de la famille en Russie encore, de côté de mon père. Et c'est depuis ce matin, ça n'arrête pas parce qu'ils sont en train de, effectivement, se féliciter. Et les choses que eux ils disent, c'est les mêmes choses que Poutine vient de dire. Et ça, c'est la majorité du peuple russe. C'est-à-dire, eux, ils croient en cette nouvelle histoire, en cette nouvelle homme moderne russe qui est là pour défendre les valeurs de patrie, les valeurs, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais en même temps, il est interdit en Russie de tenir un autre discours, de raconter ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une loi mémorielle qui a été actée en 2014. Là, on est entre la familles, Seconde Guerre mondiale, elle commence en 41. Oui, mais c'est ça, Russes. en fait. Ça a été comme ça depuis longtemps. C'est comme ça qu'à l'école, on a appris. C'était 41, 44. Il n'y a pas le 39 là, parce que personne ne veut parler de ça. Et le problème, c'est qu'ils mettent les morceaux pas confortables pour eux pour justifier ce qu'ils font en Ukraine. Et mon grand-père, il ne s'est pas combattu pour ça. Il ne s'est pas combattu pour ce que maintenant la Russie propage partout où elle va. Et c'est pas que l'Ukraine. Enfin, maintenant, c'est l'Ukraine, malheureusement, qui prend le coup. Mais c'est aussi la Géorgie, c'est aussi d'autres pays qui étaient autour. Moldavie aussi, qui subit des coups dans le sens, pression politique. Et encore, c'est juste pour regarder comme quoi la Russie, là où il s'en mêle, c'est toujours du bordel, je suis désolée, mais c'est toujours des choses, c'est toujours des vies brisées, c'est toujours des rêves européens ou des rêves pour une vie normale, une vie démocratique, une vie où on a le droit de dire ce qu'on veut faire de notre propre pays. Ces rêves, ils sont brisés à chaque fois. Là où il va, dans ce cas-là, effectivement, je ne pense pas qu'il va dire autre chose. Il n'aurait pas pu dire autre chose parce que la population russe, elle écoute tout le temps ses paroles, elle boit ses paroles. Et pour eux, c'est l'homme fort qui pourrait défier l'Occident. Parce que c'est l'Occident, effectivement, qui a, mal guidé l'Ukraine. L'Ukraine, elle est devenue un ennemi. Enfin, c'est ce qui était dit aussi par la Russie. C'est parce qu'il y a des néo-nazis, comme il dit. Mais quel néo-nazi? Moi, je suis un néo-nazi, une personne qui aime l'Ukraine, une personne qui s'identifie en tant qu'ukrainienne, même que je suis russophone. Enfin, non, moi, je ne suis pas une néo-nazi. Et je pense que les Ukrainiens, ils accepteront jamais ça. Et c'est pour ça que nous, on résiste et on ne va jamais lâcher. C'est revenu plusieurs fois dans le discours de Vladimir Poutine. La comparaison avec le nazisme pour justifier l'offensive russe en Ukraine. Nous combattons dans le Donbass comme nos ancêtres l'ont fait contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Servan. Écoutez, honnêtement, je trouve ça horrible.
voyez, il y a des moments où on essaie d'analyser, de commenter tout ça. Moi, je suis très attaché aux valeurs patriotiques. Je suis colonel de réserve, j'ai servi dans des opérations extérieures. Je suis très sensible à une partie du discours de Poutine, sauf que c'est un discours totalement filouté, complètement transformé, falsifié. Le discours poutinien, c'est une forme de nouveau discours nazi. Il faut dire les choses. Dès le mois de janvier de cette année, j'ai expliqué, j'étais un peu seul, on était un tout petit nombre, à expliquer que Poutine irait à la guerre. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que, alors, je suis historien, mais l'histoire ne se répète pas. C'est pas une mécanique qui se répéterait. Mais le parallèle avec la position d'Hitler sur les Sudètes, le fait d'agiter les Allemands menacés. Alors, le terme de génocide n'existait pas. Hitler ne l'utilisait pas. Mais le fait de dire dans les Sudètes, donc cette province de Tchécoslovaquie était menacée, que les Sudètes étaient menacés de génocide, en fait, c'était ça le discours d'Hitler, pour monter en puissance, pour développer son projet hégémonique. Et en fait, quand on regarde le projet de Poutine depuis des années, c'est un projet de prédation, avec une transformation, une inversion des termes en permanence. C'est-à-dire que c'est pour ça que là, ça me choque et ça me blesse par rapport à l'amour que j'ai, par rapport au patriotisme de tous ceux qui ont combattu le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce qu'ils truandent tout ça et que le peuple adhère parce qu'il a été touché, parce que c'est une histoire familiale, c'est une histoire personnelle. Donc ce que Poutine fait, c'est un crime contre la mémoire, c'est un crime contre l'histoire, c'est un crime contre les Ukrainiens, c'est un crime contre son peuple. Et si on ne le bloque pas d'une façon ou d'une autre, il continuera. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans une logique totalitaire. Quand il a commencé à parler de purification, il y a très très tôt dans le conflit, purification, c'est des termes extrêmement clairs. Et quand, je terminerai par là, rappelez-vous, au début des Jeux Olympiques, il s'affiche avec Xi Jinping, grand démocrate, Xi Jinping, pour expliquer deux choses. Un, nous sommes les deux seules vraies démocraties du monde. Et nous lutterons ensemble contre la falsification de l'histoire. Vous avez aujourd'hui en Russie un appareillage constitutionnel et réglementaire que vous avez évoqué qui interdit la vérité, qui comment dirais-je, enracine dans le droit cette falsification de l'histoire. C'est terrible, c'est monstrueux, et je plains le peuple russe, je plains le peuple ukrainien qui est victime de ça, comme le peuple géorgien, comme les Moldaves, comme les Biélorusses qui sont de fait avalés par l'ours russe. C'est tragique, nous sommes dans ces temps-là, et quand je vois certaines personnes qui expliquent, parfois même sur ce plateau, « Ah, mais je ne comprends pas ce que Poutine veut faire, c'est quand même incompréhensible. » Non, c'est pas du tout. Il l'a annoncé, il a un projet en tête. C'est pas du tout incompréhensible. Voilà, il faut lire ce qu'il explique depuis des années, les faits qu'il pose, etc. Dany, ensuite Samantha de Benderne. Écoutez, moi j'ai vu ça comme un mauvais film ou un remake de Charlie Chaplin. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est horrible, non, je dis pas, mais prenons un peu, regardez ces images, regardez Poutine. Mais regardez, par exemple, il ne pouvait écrire que 3 lignes par feuille. Regardez bien son truc. Il devait tourner les pages, mais au bout de 3 lignes. Donc, ça a dû être écrit en immense. Moi, j'ai juste regardé les images, parce que ce qu'il dit, c'est tellement aberrant, c'est tellement idiot, c'est ridicule. Et donc, toute cette parade-là devient ridicule. Ça devient ridicule. C'est-à-dire que vous avez ici... Vous pouvez mettre ces images et vous mettez en contre-plan la réalité en Ukraine. Et vous dites, mais quoi, c'est quoi ces pantins? À quoi ils jouent? Où ils sont? Enfin, je veux dire, on est dans un monde de fous. C'est une aberration pour nos yeux occidentaux, mais les Russes, ils n'ont pas accès à cette information. Mais les Allemands n'avaient pas accès non plus. Oui. C'est pas un argument pour moi. On discutera une autre fois de ce que certains Russes, mais il y a d'autres personnes. C'est vrai que la société russe est peut-être plus divisée qu'on ne le croit. Peut-être plus. Alors, tu parles de ta famille, donc c'est comme ça. Il y a d'autres qui racontent dans leur famille, qui se racontent une autre histoire aussi. Il faut faire très attention à cette interprétation, parce qu'on ne le sait pas vraiment. Mais tout le monde nous dit qu'il va faire un grand discours. Vous avez entendu un grand discours? Vous avez entendu du blablabla. C'est un grand discours pour les Russes.
Ça, c'est un grand discours patriotique pour les Russes. Pour Oui commencer, et pour non, montrer parce leur qu'il n'a rien grandeur, annoncé. Non, mais c'est vrai, Dany. Le problème, c'est qu'il croit dans ce qu'il dit. Oui, ça, c'est vrai. Le problème, Ça, c'est c'est vrai. que je crois là, qu'il est toute la force. convaincu de son propre mensonge. Hitler aussi. Mais exactement. Hitler aussi. Et ce qui explique pourquoi le président Macron s'arrache les cheveux depuis des mois et des mois, parce qu'il a affaire à un personnage qui a quitté le monde du réel C'est ça. et qui croit à ça. Tous, et c'est ça. là Tous, c'est ça, résident les grands dangers. Scholz dit la même chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. C'est le contraire. Si nous ne sommes pas solides sur nos fondamentaux et sur nos valeurs, on sera avalé par ça. Mais le problème, c'est qu'il croit dans ce qu'il dit. Samantha de Bendern, votre Il y a quand analyse. même certaines choses que j'ai relevées dans son discours. Tout d'abord, l'histoire des 3 lignes par feuille. Je connais des gens qui ont été avec lui dans des conférences, mais déjà assez longtemps. Il insistait pour avoir tout écrit en grand, parce que porter des lunettes était un aveu de faiblesse. Donc, quand on vieillit, on a besoin de porter des lunettes pour lire, à moins qu'on soit myope. Là, on n'a pas besoin d'en porter. Lui a besoin d'en porter. Et donc, c'est tout dans l'apparence et dans la parade. Il veut se montrer viril, donc il ne peut même pas porter de lunettes. Vous vous rendez compte de ce que ça dit sur la psyché du personnage. C'est vraiment très intéressant. Et donc, pour parler de son discours, moi, j'ai relevé 2 choses. 1, notre seul peuple soviétique. Il ne parle pas du peuple russe, il parle du peuple soviétique. Je rappelle, ça englobe les 15 républiques de l'ex-URSS. Est-ce que ça rentre dans le discours qu'on entend depuis des mois de cette recréation de l'URSS, de cette Russie blessée qui doit reprendre les territoires de l'ex-URSS et de l'Empire russe. Le fameux article que Poutine a écrit en juillet 2021, dans lequel il parle de la Grande Russie, des princes Volodymyr qui allaient jusqu'au Grand-Duché de Lituanie, qu'on a enlevé à la Russie, qui englobait des territoires qui vont jusqu'à la Suède et à la Pologne. Ça, ce sont des éléments très importants du discours qui ne sont pas anodins. C'est peut-être passé un petit peu sous le radar parce qu'il parle de cette grande guerre patriotique. Il a quand même mentionné ces choses-là. Et puis oui, c'était aussi un discours qui parlait du passé, parce qu'il n'y a rien dans le présent et il n'y a rien dans l'avenir à part le « nous vaincrons » un petit peu symbolique. Il a aussi une autre chose qui est importante. Il a insisté sur le fait que ce sont les pays de l'OTAN qui ont aidé à armer les nazis ukrainiens. Ça aussi, c'est une rhétorique que l'on retrouve pas ailleurs, pas seulement chez Poutine, mais chez d'autres. Nikolai Patrushev, qui est donc le secrétaire général du Conseil de sécurité, que beaucoup voient comme un éventuel dauphin de Poutine, que d'autres voient comme l'idéologue en chef de Poutine, a eu un entretien il y a à peu près une dizaine de jours dans Rossiyska Gazeta, qui est vraiment le journal porte-parole du gouvernement, dans lequel il parle des Occidentaux qui ont armé les nazis allemands en 39-40, que les Occidentaux auraient facilité la solution finale grâce aux Zyklon B, que tout le monde sait que c'est une entreprise allemande qui l'a fabriqué. Et là, ce sont les Occidentaux qui l'ont fabriqué. Ça va loin, la réécriture de l'histoire. Ça va très, très loin. Un autre article qui est apparu dans un autre journal russe il y a à peu près 3 semaines maintenant parle du fait qu'en 1940, quand Hitler est arrivé dans les pays d'Europe de l'Ouest, il a été accueilli les bras ouverts. Et là, il a parlé des résistants français, anglais, qui ont réussi, qui ont permis la victoire, mais il a vraiment insisté sur le fait des résistants parce que la narrative qui est en train de se développer aujourd'hui en Russie, c'est que les pays occidentaux ont aidé les Allemands en 1940. Donc vous voyez les réécritures de l'histoire qui va jusqu'à une réédition des manuels scolaires pour la rentrée de septembre dans laquelle on réécrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça va très très loin. En Ukraine, comment les Ukrainiens qui sont bombardés par les Russes vivent cette journée? Partons à Kiev retrouver Marianne Kotonov, notre envoyée spéciale. Marianne, on imagine que les Ukrainiens n'ont, eux, pas du tout envie de célébrer la victoire sur les nazis le même jour que les Russes. Ah ben ici, Marie-Aline, de toute façon, rien n'est prévu au niveau des célébrations. Hein. Et même cette date du 9 mai, eh bien, elle fait un peu polémique ici en Ukraine. Certains voudraient que ça soit célébré le 8 mai, comme en Europe. Et d'ailleurs, regardez, ici, nous sommes au parc de la gloire éternelle, où brûle la flamme éternelle et qui est l'équivalent de notre monument aux morts. Vous voyez des fleurs qui ont été déposées au pied de cette flamme éternelle aujourd'hui, mais on nous disait qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent aujourd'hui, le 9 mai,
déposer des fleurs, que ce sont surtout des personnes âgées qui viennent rendre hommage aux soldats inconnus parce qu'ils avaient un père qui a combattu, mais que la plupart de la population veut célébrer cette date le 8 mai. Néanmoins, je vous parlais de polémique, et c'est vrai que la société est un peu divisée, la société ukrainienne est un peu divisée. Par exemple, bien, les gerbes de fleurs que vous voyez derrière moi sur les images de Marine Truchot ont été déposées hier. Et hier, Volodymyr Zelensky a annoncé qu'en fait, la date officielle resterait le 9 mai, même si depuis plusieurs années, eh bien, les célébrations ont lieu plutôt le 8 mai, parce que il ne fallait pas, en fait, donner raison, si je puis dire, à la Russie et lui dire, vous voyez, vous voulez dénazifier l'Ukraine, vous voulez vous rester sur cette date du 9 mai, eh bien nous, on ne va pas vous dire qu'on passe au 8 mai, aujourd'hui en tout cas, puisque nous, il n'y a pas de nazis en Ukraine. Donc vous voyez, cette date, elle fait polémique, et puis en même temps, il y a eu un projet de loi déposé par le Parlement pour que la date officielle devienne le 8 mai, et ça a été rejeté par le parti de Volodymyr Zelensky parce qu'on ne veut pas, surtout en ces temps troublés, diviser l'opinion publique. Merci Marianne Kotonov pour ces clés d'explication très importantes avec Marine Truchot. Nos envoyés spéciaux à Kiev, on va partir à Moscou, retrouver Jérôme Garraud. Jérôme, on a entendu les mots de Vladimir Poutine qui s'est adressé aux forces russes dans le Donbass et qui leur a dit « Vous combattez pour la patrie ». Oui, regardez, les régiments sont en train de passer sur la place rouge. Plus de 10 000 militaires au total. Ce défilé, il est aussi destiné à la population. Le Kremlin veut rassembler les Russes derrière leur drapeau, derrière leur histoire. Et vous avez peut-être remarqué, tout autour de nous, sur la place rouge, les symboles soviétiques sont omniprésents. Vous avez les drapeaux rouges, la faucille et le marteau. Et c'est cette histoire qui est utilisée par le Kremlin, par Vladimir Poutine, pour légitimer les combats en Ukraine. Pour lui, c'est une guerre défensive, un peu comme en 1941. C'est un retour dans le passé. Un retour dans le passé. Merci Jérôme Garraud et Gilles Parot, nos envoyés spéciaux à Moscou, et une réécriture de l'histoire. On attendait les mots de Vladimir Poutine, qui n'a pas pu acter une victoire sur le terrain. Il n'a même pas pu faire semblant. Magali. Oui, il y avait beaucoup de spéculations sur ce qu'il pouvait dire lors de ce discours du 9 mai. Les services de renseignement, notamment anglo-saxons, se demandaient s'il n'allait pas renoncer au terme d'opération militaire spéciale pour faire une déclaration officielle de guerre. On se demandait aussi s'il n'allait pas officiellement proclamer le rattachement des provinces séparatistes du Donbass à la Russie. Et en fait, on voit qu'il n'y a eu aucune annonce majeure dans ce discours. Il n'y a aucune annonce majeure, juste cette éternelle volonté de réécrire l'histoire, en effet, en faisant le parallèle avec le combat de l'armée soviétique contre le nazisme et le combat de ces hommes aujourd'hui. Et puis, cette réécriture, cette inversion de l'histoire, en se mettant dans la position de l'agressé. Ce n'est pas lui l'agresseur. Quand on entend Vladimir Poutine, c'est l'OTAN qui l'agresse depuis le début. C'est cette obsession de Vladimir Poutine sur la menace, qui n'en est pas une, de l'OTAN à ses frontières, en disant qu'en fait, c'est l'OTAN qui manie cette menace nucléaire. C'est le monde à l'envers. Oui. C'est vraiment le monde à l'envers quand on entend Vladimir Poutine ce matin. Dany ? Mais je pense à une chose, parce le correspondant vient de dire qu'il y avait le drapeau, le marteau et la faucille, et il dit camarade. Ouais. C'est un retour dans la langue idéologique au stalinisme. Ouais. C'est-à-dire camarade, c'était quelque chose qui avait, disons, pas disparu, mais c'était pas le langage. Le langage, et de revenir à camarade, ça veut dire il revient dans son récit à la période stalinienne, il faut le dire comme c'est. Samantha de Benderne. Oui, et ça va même plus loin que ça, parce que je reviens à ce fameux article de Nikolai Patrushev qui est vraiment très, très, très important, parce qu'il donne une ligne très intéressante sur la pensée dans le Kremlin. Il parle d'une réorganisation de l'économie. Il commence à critiquer le capitalisme. Il parle du besoin d'aller vers une économie de guerre. Et on commence à retrouver des relents du communisme sous un autre nom. Dans les entreprises russes aujourd'hui, il y a des cellules militaires
qui commence. Alors, il n'y a pas eu de mobilisation générale, ce qui était une des hypothèses pour le 9 mai. Mais dans les entreprises, on commence à recruter des volontaires pour aller se battre. Il y a des jeunes hommes de moins de 30 ans qui commencent à recevoir des invitations à se présenter au bureau de recrutement militaire. La date qui a été retenue, d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas été confirmé par des sources officielles, mais le 16 mai est une date à laquelle des jeunes hommes sont conviés de se présenter. Donc, il y a des choses, il y a du recrutement qui est en train d'avoir lieu. Pour le moment, ça reste, d'après ce que j'ai compris, plutôt sur une base volontaire et même payée. Mais c'est vraiment, il y a des choses qui se passent en douce dans la société russe qui sont importantes. Et je voudrais juste revenir sur ce qu'on a dit. On a parlé de cette société russe qui serait totalement derrière Poutine. J'ai aussi mes doutes. D'abord, il y a eu ces sondages qui montrent 80% de soutien pour Poutine. Il faut savoir que déjà, le fait de répondre à un sondage est un acte. Ensuite, sur ces sondages qui ont été faits par des organismes très réputés, on n'a pas de données sur l'âge des répondants, ni de leur catégorie sociale, ni de leur résidence géographique dans le territoire russe. Ça, c'est important pour pouvoir évaluer ces données. Ensuite, de façon très anecdotique, j'ai beaucoup d'amis en Russie. J'ai des amis avec qui les relations sont devenues très tendues. J'ai d'autres amis, bizarrement, loin des grandes capitales, qui m'envoient des messages sur Signal, qui est vraiment très, très, très bien crypté. Il semblerait que personne ne puisse accéder. Une messagerie sécurisée pour pouvoir échanger avec vous. Envoie-moi des informations, je veux comprendre ce qui se passe. D'autres amis avec qui on s'est fait comprendre que voilà, ils sont contre la guerre, qui m'envoient des fleurs, qui m'envoient des images totalement anodines, juste pour dire on sait ce qui se passe. Donc je pense que, certes, Poutine est très soutenu, mais je crois que ce soutien va se fragiliser de plus en plus. Les corps vont revenir. Là, on parle d'environ... Bon, les chiffres se contredisent, mais là, il semblerait qu'il y ait quand même 20 000 morts en Ukraine. 20 000 morts, c'est plus que les 15 000 soldats soviétiques qui sont morts en Afghanistan pendant 10 ans. Pendant 10 ans vous vous rendez compte? C'est absolument énorme. Les cimetières, un cimetière qui se remplit de tombes fraîches ne peut pas se cacher. Après, des choses horribles se passent. Si, quand un soldat meurt à la guerre, sa famille reçoit de l'argent, l'équivalent d'à peu près 400 €. Mais pour que le corps soit rapatrié, il faut que la famille paye l'armée pour que son corps soit rapatrié. Et le coût du rapatriement est à peu près de 200 €. Donc, si vous voyez le cynisme de ce qui se passe, si cette guerre continue, et malheureusement je crois qu'elle va continuer, eh bien, il y aura de plus en plus de Russes morts. Et ça va commencer... Ça ne peut pas passer inaperçu. Mais c'est justement pour consolider cette opinion publique russe qui pourrait se fissurer qu'il inscrit cette offensive russe en Ukraine dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et quand il dit « nous vaincrons maintenant », qu'il fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale et l'offensive menée par les soldats russes dans le Donbass, il nous dit, observant, que cette guerre, elle va durer. Oui, c'est ce qu'on peut comprendre. Effectivement, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites sur le plateau. Il a un discours un peu faiblard, entre guillemets, par rapport aux objectifs de guerre. Oui, il parle du Donbass. Ils sont partis pour une conquête totale, démilitarisée, dénazifiée, et on comprenait qu'il y avait la volonté à Kiev d'installer un gouvernement fantoche et d'y installer un tribunal de Nuremberg. Ça, on le sait par différentes sources, qui ne se serait pas appelé tribunal de Nuremberg, mais un tribunal pour juger les nazis ukrainiens. Et entre parenthèses, les services secrets russes qui grenouillent en Ukraine depuis des années et des années avaient établi des listes. Et de ce qu'on comprend des exactions et des massacres de Boutcha, c'est que les personnes qu'on a retrouvées avec les bras dans le dos, tuées, etc., sont des personnes qui ont été interrogées par rapport à des listes qui avaient été établies pour capturer les nazis qui seraient passés en jugement avec un grand procès. Ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire toujours cette espèce de consolidation. C'est-à-dire, plus le réel échappe à Poutine, plus il joue des fantasmes et d'une reconstruction historique pour dire aux Russes « Mais attendez, vous souffrez, des corps vont revenir, on va prendre des mesures financières. » Il l'a annoncé très tôt, l'annonce de soutien financier aux familles et une minute de silence. Il a fait ça peut-être 8 jours, 10 jours. C'était très très tôt au début de la guerre. Et donc là, effectivement, on ne parle plus que du Donbass. Même si, une fois qu'ils auront pris le Donbass, il y a l'Odessa
qui est en ligne de mire. Donc il y a ce point-là. Juste un ou deux points, si vous me le permettez. Rebond de ce qu'a dit Dany tout à l'heure. Alors, il ne s'agit pas de forcer l'histoire, mais j'ai eu à travailler sur des archives allemandes pour la biographie d'un hiérarque nazi, et j'ai eu accès à des documents qu'Hitler avait eu entre les mains. Et Hitler ne voulait pas être surpris avec des lunettes, et donc toutes les polices de caractère des documents allant chez le Führer, ce qui permet aux historiens aussi de les identifier quand ils ne sont pas marqués. On sait que c'est pour Hitler, pour qu'il puisse les lire en privé ou en public, sans lunettes. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est assez ironique comme affaire. L'autre chose, on a beaucoup parlé, très légitimement, du poids de l'Union soviétique, la Grande Guerre patriotique, etc. Mais pour Poutine, il y a quelque chose de plus important que ça. C'est la Russie impériale. Parce qu'il reproche au système soviétique le système des nationalités. Et lui s'inspire plutôt de la Grande Catherine, des grandes figures impériales russes. Alors, on l'a aperçu dans le défilé, mais vous avez ces références-là. Pourquoi ? Parce que Staline, qui a été attaqué par son grand ami Hitler et qui s'est enfermé pendant 3 jours au Kremlin, totalement tétanisé et terrorisé, quand les Russes ont commencé à reprendre un peu la main, et surtout quand l'offensive allemande s'est arrêtée aux portes de Moscou, Staline a fait sortir du goulag un certain nombre de généraux qui avaient été enfermés en attente de leur exécution. Ils avaient une caractéristique, ces généraux, en général, ils n'avaient plus de dents, puisque dans le processus d'interrogatoire de la police politique russe, il y avait notamment dans les outils de torture des marteaux de tapissier qui permettaient de faire sauter les dents une à une pour que le général soviétique explique que c'était un nazi, que c'était un agent, que ça a toujours... Donc Staline ressort ces généraux édentés et amaigris, on les envoie chez le dentiste, on leur remet des appareils dentaires, on les réhabille et on les envoie sur le front. Et ils vont contribuer à freiner l'avancée allemande. Mais ce qui est intéressant, c'est que Staline va réhabiliter toute une série de symboles russes impériales, des décorations. Par exemple, la décoration d'Alexandre Nevsky, qui est un prince russe, XIIIe siècle, qui a bloqué les teutoniques, les chevaliers teutoniques, venus d'Allemagne. Et donc, vous allez avoir un ordre d'Alexandre Nevsky, et il se trouve qu'Alexandre Nevsky, en plus, c'est un saint orthodoxe. Et donc, je ne vais pas développer, mais Staline va aller chercher les mannes impériales russes, y compris la religion, pour ressouder le pays dans la Grande Guerre patriotique. Et Poutine s'inscrit presque plus dans cette histoire-là que dans l'histoire soviétique. L'histoire soviétique l'intéresse pour aujourd'hui à travers tout ce qu'on a dit, à travers la symbolique, la Grande Guerre patriotique, et puis cette inversion complète du système, puisqu'en fait, il accuse effectivement les Ukrainiens de génocide, il accuse les Ukrainiens d'avoir des laboratoires chimiques qui étaient financés par les Américains, et il accuse enfin les Ukrainiens d'avoir préparé une guerre nucléaire avec l'appui des Américains, d'avoir demandé aux Américains ça. Donc, c'est le monde à l'envers, exactement, comme nous disait Magali à l'instant. Magali avait raison, c'est le monde à l'envers en permanence. Partons dans le Donbass, retrouver Charline Hurel. Charline, dans le Donbass où l'offensive russe se poursuit, comment les Ukrainiens perçoivent cette journée, cette exaltation du patriotisme russe en ce moment à Moscou ? C'est compliqué à dire parce que ici, c'est vrai que nous assistons aussi à un défilé, mais qui n'a absolument rien à voir. Ce sont des convois militaires qui ne cessent de passer avec évidemment les traits tirés. Il y a des soldats qui sont à l'intérieur. Et où est-ce qu'ils vont ? Tout simplement sur la ligne de front pour tenter toujours de repousser ces forces russes. Au-delà de ces convois militaires, il y a aussi des ambulances. Dessus, il y a marqué 200. Ici, on les voit beaucoup parce que ça veut dire qu'ils transportent notamment des cadavres. Donc vous voyez, une journée qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qui se passe en tout cas à Moscou. Et puis toujours cette idée, qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochaines heures ? Il faut dire que là, cette nuit a été relativement calme. Il y a eu un bombardement à 10 km, mais beaucoup plus calme que les derniers jours. Et puis par contre, il y a cette nouvelle qu'on a reçue hier, la ville de Popasna, qui est à une soixantaine de kilomètres d'ici, qui est tombée aux mains des Russes. Ça fait 2 mois qu'elle était bombardée. Les troupes ukrainiennes se sont retirées de cette ville complètement en ruine. Et évidemment, c'est une bien mauvaise nouvelle parce que cette ville de Popasna, ce village d'ailleurs, est très important. Il est situé sur une plaine et donc c'est évidemment une position très stratégique pour les forces russes qui ont désormais une vue dégagée sur les villes des alentours.
Merci Charline Hurel avec Éric Chausset en direct de Kramatorsk dans le Donbass où parfois la connexion, vous le comprenez aisément, peut être plus difficile. Le défilé militaire, il se poursuit et il y a un imprévu qui est quand même pas un désaveu, mais un échec pour Vladimir Poutine dans sa démonstration de force, dans le message qu'il voulait envoyer au monde. Le défilé aérien est annulé ? À cause des conditions météo. C'est ce que vient de dire le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Donc il n'y aura pas de parade aérienne cette année. La météo est un véritable problème, on le sait depuis 24-48 heures, où il pleut énormément sur Moscou, sur la capitale russe. Et apparemment, ce matin, on l'a appris,